Alors, j'ai décidé de vous entretenir de cette question relativement complexe qu'est la question de l'entrée dans une école d'art. Dans une école d'art, il faut savoir que, pour vous faire quand même un petit topo général, l'enseignement supérieur artistique en Belgique, ce n'est pas évidemment en Belgique francophone, de ce que je connais le mieux, ce n'est pas l'enseignement qui draine des masses d'étudiants. On représente à peine 3% du nombre total d'étudiants dans l'enseignement supérieur, mais il y a une concentration particulière à Bruxelles, puisque si vous faites le compte par rapport aux chiffres globaux qui vous ont été montrés sur le pôle académique de Bruxelles, il y en a un peu plus. Alors, on est organisé par domaine, donc ce que je vais vous dire concerne surtout le domaine qu'on appelle, qui est le plus grand domaine en nombre d'étudiants, le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, qui comprend les arts visuels, le design, les arts plastiques. Mais il y a également, à côté de ça, d'autres domaines où les dispositifs propédeutiques et les passerelles entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur se jouent différemment. Donc, j'évacue tous ces problèmes pour ne pas qu'on me dise que je n'ai vu que par un bout la lorgnette, j'en suis bien conscient. Donc, l'enseignement supérieur artistique est organisé en différents domaines, donc arts plastiques, visuels et de l'espace, musique, l'art du cirque, art de la danse et audiovisuel. Et donc, il y a d'autres modalités de passerelle, par exemple, avec la musique et la problématique des jeunes talents, où on peut voir toute une série d'acquis du secondaire qui sont valorisés dans l'enseignement supérieur. Donc, on n'est pas égaux, entre guillemets, et je vous parle principalement donc, des arts plastiques visuels et de l'espace. Et ça, on pourrait évidemment étendre, par exemple, à l'audiovisuel, peut-être pas à la musique ou au théâtre. Donc, chaque domaine, je dirais, est très, très particulier. Alors, toutes les écoles d'art, de toute façon, grosso modo, sont tout de même impactées par cette question de la sélectivité, qui est la première des inégalités. Alors, toutes les écoles d'art en Belgique francophone et ailleurs sont confrontées à ce problème, on le sait, mais avec une intensité variable. Dans le paysage de l'enseignement francophone belge, effectivement, la Cambre est sans doute une des écoles où la pression est la plus forte, avec par exemple de 700 à 800 étudiants chaque année, grosso modo, à l'examen d'entrée pour 150, 160 admis. La sélectivité est peut-être moins forte dans d'autres domaines, voire parfois elle est aussi plus forte dans des domaines hors arts plastiques, visuels et de l'espace. Je pense à des écoles comme l'INSAS ou le conservatoire où la sélectivité est très grande, la sélection est très grande et aussi très internationale. Alors, il est évident aussi qu'on est impacté par l'environnement européen et surtout européen francophone, puisque toutes les écoles d'art francophones de Belgique sont confrontées, ce n'est pas forcément un mal, parce que chaque année, les marronniers de la presse nous interrogent sur la proportion de Français dans l'enseignement supérieur artistique dans la Fédération Wallonie-Bruxelles. Effectivement, chez nous, on a à peu près 55% d'étudiants français, parce que la sélectivité de l'enseignement supérieur français, forcément, impact et aussi certaines écoles dont la Cambre ont une réputation particulière en France qui fait qu'on a énormément d'étudiants qui viennent et donc les dispositifs je n'en parle pas de manière anecdotique parce que les dispositifs qui ont été mis en place à la Cambre et ailleurs, je vais vous présenter ceux de la Cambre, sont des dispositifs qui doivent compenser l'absence d'écoles préparatoires publiques. Il faut savoir que il existe en France toute une série de prépas ou toute une série de diplômes de type cours. Agnès Van Zanten m'en parlait, par exemple, des brevets de techniciens supérieurs qui sont des Bac plus 2, qui sont, pour certains, des bonnes préparations pour après venir à l'école. Mais le problème, et c'est indiqué dans la première phrase, donc cette sélection est inévitable par la nature même de l'enseignement supérieur artistique. L'enseignement supérieur artistique, c'est un enseignement qui est basé sur le petit nombre, sur un fonctionnement par workshop, par atelier, de manière individualisée, des rapports professeurs-étudiants élevés, beaucoup de gestes pratiques, l'intelligence de la main qui est valorisée,
Et à côté de ça, il y a aussi toute une série d'enseignements théoriques qui sont avec des plus grands groupes, mais ces enseignements à grands groupes sont très marginaux dans l'organisation des études. Et donc, c'est une sélection qui est inévitable, parce qu'on serait tout à fait incapable, avec un encadrement constant, avec l'enveloppe fermée que l'on connaît, on serait tout à fait incapable d'absorber, par exemple chez nous, 700 étudiants sur l'année. Ça impacterait lourdement sur la qualité des enseignements. Donc, il n'y a pas une sélection pour la sélection, parce qu'on trouve ça aussi dommage, parce que, vous savez, des épreuves d'admission dans des écoles supérieures artistiques, c'est au mieux, quand on prend le temps, c'est une semaine. Et en une semaine, on peut faire toute une série d'épreuves, mais il est évident qu'on peut se tromper. Et donc, le fait de ne pas avoir un temps d'observation suffisamment long peut créer effectivement un décalage, et on peut passer à côté de véritables talents. Et ça, c'est évidemment une question qui est dommageable. Par ailleurs, cette sélectivité qui est celle des écoles d'art, je pourrais vous sortir des statistiques à la fois françaises et belges. Enfin, ce n'est pas fort intéressant, mais on verrait très rapidement que la sélectivité d'une école est un facteur d'attractivité, un peu paradoxalement, ou pas si paradoxalement que cela. C'est-à-dire qu'une école qui est très sélective, parce qu'elle a beaucoup de candidats et pas forcément énormément de places, va au contraire attirer de plus en plus d'étudiants. Et donc, on a effectivement une attractivité dans certaines écoles supérieures artistiques qui est renforcée par une sélectivité. Cette sélectivité, elle est parfois orchestrée, intentionnelle, et parfois pas. Donc, on essaye effectivement d'avoir toujours un grand nombre de candidats, et c'est vrai, ces journées portes ouvertes. Les écoles d'art participent assez peu au salon d'étudiants, mais ce que l'on fait en termes de publicité amène globalement un nombre de candidats identiques. Pour prendre l'exemple dernier, même si on n'a pas énormément fait de publicité puisqu'on n'a pas eu une porte ouverte à cause de la pandémie, on n'a pas eu énormément moins de paires de candidatures par rapport aux années habituelles. Et donc, cette attractivité, elle est là par réputation, par un peu oui, effectivement, de reproduction d'une réputation qui se fait dans un bassin pour les écoles d'art qui est très largement franco-belge. D'ailleurs, on a une initiative, on est toujours invité, on a créé les rencontres franco-belges des écoles d'art. On est fort en lien dans un bassin, je dirais, scolaire qui n'est pas uniquement belge francophone, qui est certes comme toutes les écoles supérieures à l'échelle européenne, mais qui est beaucoup plus imbriqué dans le territoire français, qui n'offre manifestement suffisamment de place à leurs étudiants pour les écoles d'art. Et donc, on en a énormément, mais ce n'est pas uniquement cette question du manque de place en France. Il y a aussi une question voilà, d'histoire entretenue entre, par exemple, l'école de la Cambre et le territoire français, et parfois, bizarrement aussi, certains autres territoires, comme la Corée du Sud. On a beaucoup d'étudiants qui viennent de Corée du Sud. Mais ce qu'on sait, c'est que cette sélectivité et le fait qu'il existe toute une série de dispositifs propédeutiques, mais pas des dispositifs comme on a mis en place, parce que nous, c'est le mercredi après-midi ou des semaines intensives pendant les vacances scolaires, mais quand on vient effectivement, par exemple, de la France, on a eu l'occasion d'avoir 1 an, 2 ans un an ou 2 ans de prépa, avec des écoles préparatoires qui coûtent fort cher. Moi, je pense par exemple aux ateliers de Sèvres, qui font des classes préparatoires qui coûtent 8 000 € par an. Et donc, il est évident qu'à partir du moment où existe ce type d'écoles privées préparatoires aux écoles d'art, qui ont l'occasion de travailler pendant 2 ans à la préparation d'un
que les Français appellent un concours. Nous, on n'appelle pas ça un concours, on appelle ça une épreuve d'admission parce qu'il n'y a pas de classement. On est classé apte ou pas apte. Et donc, il n'y a pas de liste de repêchage, par exemple, il n'y a pas de classement. Et donc, l'existence d'un marché, je dirais, des écoles préparatoires en France spécialement, a provoqué, parce que ce n'est pas un phénomène qui a existé de tout temps, c'est un phénomène qui s'est accentué dans les années 80 et qui s'est stabilisé depuis les années 2010, a en fait, au début des années 2000, vraiment contribué à un déséquilibrage très profond d'étudiants belges par rapport aux étudiants français. Et donc, on a eu au début des années 2000, effectivement, comme les nôtres, ils n'existent pas, et d'ailleurs, ce n'est pas un dispositif qui est prévu par la loi, par décret, ça n'existe pas. Ça a créé un gros déséquilibre et on est allé quasiment jusqu'à 70% d'étudiants français. Et effectivement, tous les candidats belges ne disposant pas de préparation étaient effectivement défavorisés par rapport aux étudiants français. Alors, la propédeutique aux écoles supérieures artistiques, je l'indique ici, ce sont des initiatives publiques et privées. Alors, dans le paysage belge, ce sont surtout des classes préparatoires qui se font pendant les dernières années du secondaire. La plupart du temps, qui sont le fait soit des écoles supérieures des arts elles-mêmes, il y a toute une série de classes préparatoires, je pense à l'école d'art de Liège, je pense à Art au Carré, à l'Arba, donc il y a toute une série d'écoles supérieures des arts qui ont mis en place des dispositifs propédeutiques, mais évidemment qui ne sont pas des années complètes parce que ce n'est pas autorisé par la loi. Ce n'est pas prévu en tout cas, il n'y a pas des années comme des années spéciales maths, il n'y a pas des années spéciales arts, ça n'existe pas. Ou bien des initiatives privées, et on voit d'ailleurs même ces initiatives privées venir carrément distribuer des tracts aux journées portes ouvertes des écoles publiques pour attirer la clientèle. Je ne l'appellerai pas autrement. Et donc, effectivement, il y a une forte disparité à l'échelle européenne, et j'y reviendrai, parce que cette propédeutique, selon les pays, a été imaginée soit intégrée directement à l'enseignement secondaire public, ce qui pour moi est la forme la plus égalitaire possible parce qu'elle n'amène pas à un allongement des études avec toute une série de modules qui peuvent être pris à l'intérieur du système de l'enseignement secondaire classique. Je pense notamment effectivement par exemple aux Pays-Bas, à La Haye, avec en partenariat entre une école d'art, la CAPC, et les écoles secondaires. On a associé dès l'école primaire pendant tout le primaire et tout le secondaire, on a associé l'école d'art, la CAP, une grosse école d'art, à une série de programmes sur mesure en fonction des besoins et des évolutions de jeunes désireux d'entreprendre des écoles d'art. C'est une chose qui n'existe pas et j'y reviendrai en conclusion. À l'échelle européenne, je vous dis, il y a effectivement beaucoup de disparités parce que selon les pays, la première année de l'école d'art est une année générale, si vous voulez, une année un peu elle-même propédeutique où la sélection se fait davantage à la fin de cette première année et la répartition dans les ateliers se fait à partir de la deuxième année. La tradition dans la plupart des écoles d'art en Belgique est de choisir dès le début un atelier. Ce fonctionnement par atelier avec un chef d'atelier est inscrit, en tout cas chez nous, dans la pédagogie de Lacan depuis la création de l'école. Et donc, les étudiants sont censés faire un choix dès le départ d'une école, enfin, d'un atelier en particulier. Et donc, il n'y a pas d'année générale. Donc, soit on rentre dans l'atelier, mais parfois, ça suppose déjà des compétences techniques que si on vient effectivement d'un enseignement de type général, on n'a pas. Et donc, à l'échelle européenne, effectivement, il y a de fortes disparités avec des essais de corriger dans certains secteurs les inégalités socioculturelles.
mais les discriminations socioculturelles, ici, j'en parle en termes d'épreuves d'admission ou d'examen d'entrée, comme certains disent, mais elles se reproduisent évidemment sur l'ensemble du parcours académique des étudiants, et on l'a encore rappelé dans l'introduction, principalement dans le cadre des enseignements à distance pour le moment, on le voit, parce que dans les étudiants qui viennent avec un parcours préparatoire, soit on fait une prépa, quand ils en avaient les moyens, parce que c'est entre 4 000 et 8 000 euros par an, une prépa en France, soit ils ont fait un diplôme de type court, c'est un peu diplôme dont on a aussi parlé de relégation sur Parcoursup, des BTS ou ce genre de choses, donc brevet de technicien supérieur, qui leur ont permis d'acquérir des compétences techniques, mais le problème, c'est qu'on se retrouve avec des étudiants qui, nous, on a des études de 5 ans, ont déjà dû faire 2 ans avant, et ont parfois un formatage quand ils arrivent déjà. L'enseignement supérieur, je dirais, quand on est en B1, n'est pas forcément fait, enfin, pour des gens qui ont déjà un bagage de 2 ans, de 3 ans. Et ça, c'est une tendance qu'on essaye de corriger. On peut passer à la dia suivante. Une tendance qu'on essaye de corriger depuis quelques années. Alors, on a développé justement un dispositif parce qu'on s'était rendu compte en faisant des statistiques. Et là, c'est vrai que la démarche qualité nous a aidés. C'est souvent vu comme une contrainte, une démarche qualité qu'on a mis en place, mais ça nous oblige un peu à faire des statistiques. Et on s'était rendu compte que de plus en plus, on tendait à avoir une moyenne d'âge en entrée de 22 à 23 ans, ce qui était de moins en moins normal. Et donc, on a réfléchi depuis de très longues années, bien avant que j'arrive, quoique je suis arrivé comme prof en 2008, mais, on a réfléchi à un système pour tenter de raccrocher les étudiants du secondaire avec le concept antichambre. C'est un concept qui existe depuis 2007 et qui permet aux étudiants qui sortent, qui sont en secondaire, qui sont en réto ou qui sont en première année du supérieur parce qu'ils se sont dit je me suis inscrit, je ne sais pas moi, en droit, c'est pas mon truc, j'aimerais bien me réorienter. Et donc ce système a permis donc à toute une série d'étudiants, et effectivement ça se déroule le mercredi après-midi, plus une série de semaines intensives. Alors, effectivement, les objectifs, c'est d'orienter vers une ESA. J'ai souligné une parce que ce n'est pas forcément pour orienter vers notre école. C'est pas forcément, on leur dit dès le départ, voilà, nous on organise une classe propédeutique, mais on ne vous oblige pas à vous inscrire ici si vous apprenez toute une série de choses. Mais si après vous voulez vous inscrire à l'ERG, à Saint-Luc, à l'ARBA, voire dans un autre domaine à l'INSAS, c'est évidemment votre liberté. Ça permet simplement de soit confirmer, soit d'infirmer toute une série de choix qu'ils peuvent avoir fait. Alors, on organise ça avec toute une série d'axes. Oui, j'en ai oublié un. La pédagogie, donc, qui est effectivement basée sur la question de toute une série de choses. L'information d'abord, parce qu'effectivement, la première des choses, c'est d'informer les étudiants de notre école, de notre fonctionnement. Donc, il y a une sorte d'accueil. Oui, le dernier axe, c'est l'aide à l'inscription, tout simplement administratif. Et on retrouve donc dans cette organisation de Antichambre toute une série de points. La recherche, donc effectivement, on explique que à la base même du fonctionnement d'une école d'art, il y a la question de la recherche, la question aussi de se trouver à travers toute une série de pratiques. Bon, par exemple, une école comme la Camp, c'est 18 ateliers qui vont avec du cinéma d'animation, avec des arts plastiques, la peinture, la sculpture, la céramique, la gravure, mais aussi tout un pôle design, le stylisme, le design industriel, le design textile, et aussi des choses un peu à part comme la restauration des œuvres d'art.
Donc, il faut aussi trouver à un moment sa voie. Il ne suffit pas de dire je veux devenir artiste ou je veux devenir designer. Il faut s'y retrouver là-dedans. Et donc, on travaille avec aussi toute une série d'ateliers, travaux théoriques et pratiques. En gros, comme dans la plupart des écoles, il y a différentes catégories de cours, des cours artistiques, des cours techniques, des cours théoriques et des cours un peu qu'on appelle artistiques fondamentaux comme dessin, couleur et autres. On essaye de donner une initiation, donc qui n'est pas du bachotage. Donc ça n'a rien à voir en fait avec une année préparatoire telle qu'elle existe en France. Donc c'est pas du bachotage dans le sens où on va tenter de formater des élèves du secondaire pour absolument réussir, pour rencontrer les exigences de l'épreuve d'admission. C'est une présentation vraiment des potentialités d'une école d'art et d'essayer de confirmer ou d'infirmer leur choix. Et on travaille effectivement parce que la question du portfolio et du book est importante. Parce qu'on demande de venir avec un portfolio ou un book aux étudiants qui postulent. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, un peu de capacité de mise en page, donc ils ont des cours de mise en page. Et il y a un tutorat qui est effectivement organisé avec des étudiants en activité et ces étudiants du secondaire. Alors, pour vous donner quelques statistiques, donc on a une augmentation constante. On doit déjà, et ça vous allez me dire, mais c'est complètement paradoxal, mais on ne sait pas faire autrement, on doit déjà faire une sélection pour la classe propédeutique parce qu'on a beaucoup trop de dossiers, y compris en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc vous voyez que on a une répartition d'étudiants assez motivés, très peu d'abandon, donc on a une augmentation constante ces 3 dernières années. Moyenne d'âge 17 ans et demi, donc ça c'est vraiment ce qu'on recherche, c'est d'aller chercher les étudiants du secondaire et de ne plus se retrouver avec des étudiants qui arrivent et qui ont 22, 23 ans. Et puis, bon, on ne les exclut pas, mais on privilégie vraiment parce qu'ils traînaient l'idée que dans l'esprit dans des jeunes qui étaient en secondaire et qui avaient cette envie de faire une école d'art, que c'était pas pour eux, que c'était pas accessible, qu'il fallait être plus vieux, qu'il fallait avoir fait d'autres choses. Et donc, il y en a beaucoup qui n'essayaient même pas. Et ça, c'est un peu l'objectif. Alors, effectivement, comme c'est le mercredi, le mercredi après-midi, on a essentiellement des gens de Bruxelles et du Brabant wallon parce qu'il faut arriver. Mais vous voyez l'évolution, par exemple, ces dernières années. Avant, quasiment tout le monde était de Bruxelles et c'était encore plus marqué les années antérieures. Ici, on est à moins de la moitié. Donc, ça montre qu'il y a une attractivité. Et regardez les Flamands qui étaient inexistants. Désormais, on a de plus en plus d'étudiants flamands qui viennent suivre. On a déjà eu des étudiants étrangers, mais parce qu'ils étaient, voilà, ils étaient là, des enfants diplomates ou autres. C'est évidemment très, très marginal, c'est un de temps en temps. Et donc, une diversification. Donc, vous voyez, dans le secondaire, c'est 94% du secondaire et il y a un gros 5% de gens en réorientation dans le supérieur. Surtout des élèves de l'enseignement général, qui suivent un type d'enseignement général, et surtout, et un petit peu aussi, un tiers, je dirais, de l'enseignement technique artistique. Et donc, on a essentiellement, effectivement, des étudiants belges ou européens, mais qui vivent à Bruxelles pour la plupart. Alors, vous voyez un peu la répartition. Il y a effectivement des ateliers qui sont très, très répartis. Il y a des ateliers, évidemment, on avait la crainte quand on a ouvert ce programme, étant donné l'attractivité de la section de stylisme à la Cambre, on avait la crainte d'avoir uniquement des étudiants qui voulaient faire cette option stylisme, mais finalement, ça n'a pas été le cas. C'est une bonne répartition avec vous voyez, 8, mais en stylisme, 8 en cinéma animation. Donc, vous avez toute une série tous les ateliers sont bien répartis. Et ça, on le sait. Donc, ils ne doivent pas s'inscrire dans un atelier, mais ils choisissent un stage, c'est-à-dire qu'ils vont observer pendant plusieurs mercredis après-midi
comment les étudiants travaillent. Et là, ils ont un tuteur, ils les accompagnent pour ne pas qu'ils soient considérés un peu comme des parasites. On a mis un peu en place, parce qu'au départ, quand on a mis le système en place, on se demandait, mais c'est qui ces 2 ou 3 personnes là qui tombaient un peu comme un cheveu dans la soupe dans le dispositif pédagogique. Et donc, on a mis en place un système de tutorat où les tuteurs étudiants en activité font un peu, introduisent un peu. Alors, au niveau des cours, c'est varié. Je regarde le temps qui m'est encore imparti. Au niveau des cours, évidemment, c'est très varié. Ça reprend toute une série de cours qui existent déjà dans l'école. Vous voyez, ça va dans les cours couleurs, dessin, art numérique, qui sont les cours fondamentaux artistiques. Des petites incursions dans des choses qui sont un peu plus demandées, design industriel, l'image en mouvement, parce que le cinéma d'animation, l'analyse du vêtement, pardon, sémiologie et pour constitution d'un dossier. Donc, on essaie quand même de les aider pour mieux les orienter. Alors, il y a évidemment des visites culturelles et pendant les vacances scolaires, ils sont très, très motivés parce que ils font tous les mercredis après-midi et dès qu'il y a des vacances, la Toussaint, le Carnaval, Pâques, ils s'inscrivent, c'est pas obligatoire, mais ils s'inscrivent souvent en plus dans les laboratoires de semaines intensives. Et les stages, ce sont les stages qui sont faits dans les ateliers eux-mêmes. Alors, je voudrais compléter avec un autre dispositif qu'on a mis en place depuis 2015, qu'on va appeler plus tard l'antichambre Charleroi, mais qui est un dispositif donc complémentaire et qui est accessible aussi aux élèves de 6e secondaire. À un moment, on s'est rendu compte qu'on avait quand même beaucoup de Bruxellois et du Brabant wallon. Et on s'est dit, avec Johan Meul, qui est un artiste et un professeur à l'école de la Cambre, qui à la base vient de Charleroi, même s'il habite à Liège, et moi aussi je viens de Charleroi, et donc on s'est dit, à Charleroi, il n'y a pas d'école d'art. Et il y a un public aussi défavorisé. Donc on est allé voir le BPS 22, qui est le centre d'art contemporain de la province du Hainaut, qui a une programmation incroyable. Et on s'est dit, on va faire une école, une classe préparatoire, une semaine intensive résidentielle à Charleroi, et on va essayer de toucher un public wallon qui n'est pas en mesure d'assister à la camp antichambre. Et donc, on organise toute une série de choses selon des axes assez identiques à antichambre, avec des cours fondamentaux, des cours théoriques, des visites culturelles, des rencontres avec des artistes. Ça, c'est ce qui leur plaît beaucoup. Et à la fin, là, contrairement à antichambre, il y a une vraie expo, par exemple, parce que c'est résidentiel, c'est intensif, c'est une proposition plastique sous forme d'exposition en fin de semaine qui est intéressante. Et c'est une expérience qu'on a vue vraiment extraordinaire, d'immersion totale, parce qu'ils logent ensemble, ils sont 24 heures sur 24 ensemble, ils dorment peu, parce que ça se voit à leur tête à la fin de la semaine, ils collaborent beaucoup, et d'ailleurs c'est un peu étrange parce qu'ils viennent pour faire tous les ateliers, et pendant tout le courant, tous ceux de Charleroi qui ont fait la camp Charleroi et qui font leurs études après, on dit souvent ils forment une sorte de secte comme ça à l'intérieur de l'école où ils collaborent tout au long de leurs études pendant leurs 5 ans. Et parfois, ils se sont rencontrés à la camp Charleroi et ils font un collectif d'artistes et ils continuent et collaborent entre différents ateliers. Voilà, moi je ne participe pas à leur soirée, mais apparemment ça crée voilà, un esprit d'équipe, de corps assez particulier. C'est quelques photos, un peu de lecture d'espace urbain. On va voir la collection du musée des Beaux-Arts, le musée de la photo avec le directeur. L'espace du BPS 22 avec Pierre-Olivier Rollin, le directeur. Et donc, c'est un stage qui, effectivement, voilà, on avait une ancienne piscine de la province du Hainaut, on avait fait une installation avec les étudiants qui, à la fin, défendaient leur travail avec un vrai jury au bout de la semaine, et ça les mettait un peu en condition. Alors, je crois que j'arrive un peu à la fin de mon temps de parole, si j'ai bien calculé. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, je vous ai présenté effectivement un des dispositifs, qui est un dispositif deux dispositifs en réalité, que nous avons mis en place à la Cambre depuis quelques années, 2007 pour Antichambre et 2015 pour la Cambre Charleroi.
mais que ce dispositif n'est que un parmi de nombreux dispositifs qui ont été mis en place à travers la Belgique francophone par les écoles d'art qui ont véritablement la volonté de le faire, mais qui doivent le faire évidemment sans financement, donc sur base soit de leur encadrement propre, soit en faisant payer et en espérant obtenir des choses. Nous, on a obtenu pour Antichambre, par exemple, un soutien de la COCOF, sinon ce ne serait pas possible, parce que c'est vraiment très bon marché, hein, on fait payer à l'année 250 €. Et pour le reste, grâce au soutien de la COCOF, on peut permettre ce genre de système inclusif. Et donc ça, c'est un réel problème, parce que l'enseignement secondaire, surtout l'enseignement secondaire général, ne permet pas de se préparer convenablement. Et dans un système idéal, on ne devrait pas même créer, moi je ne suis pas favorable par exemple à la création d'années préparatoires, parce que dans un système idéal, allonger les études d'1 an, alors que c'est déjà 5 ans, ça ne peut que renforcer les inégalités. Et donc cette inégalité, elle doit être comprise dès le départ. Et donc pour moi, la solution aurait pu résider dans le PK. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Le PK, c'est un des axes du pacte d'excellence. C'est un parcours d'éducation culturelle et artistique qui doit être proposé à l'élève tout au long de l'année. Et donc, on a parlé d'éducation culturelle et artistique qui repose sur 3 composantes, donc des connaissances, des pratiques artistiques et des rencontres avec des œuvres et des artistes. Et donc tout ça doit aboutir sur une coopération entre les équipes pédagogiques des écoles primaires et secondaires et les acteurs artistiques et culturels. Et donc tout ça va se faire à l'échelon local voilà. Mais sauf que dans cette grande organisation, on a oublié les écoles supérieures des arts. Et donc, on a contacté les centres culturels, on a contacté les musées, on travaille avec certains artistes. Et à aucun moment, dans les groupes du pacte d'excellence, on a imaginé que ce PK pourrait combler cette grande difficulté, ce grand fossé qui existe en termes de connaissance du secteur de l'enseignement supérieur artistique. Je ne dis pas qu'il faut orienter tous les efforts du PK, parce que le PK, évidemment, c'est un parcours qui est bien plus ambitieux qu'une simple préparation, une simple orientation à l'enseignement supérieur artistique. Mais dans les dernières années, à un moment, et je dirais, quand on voit ce qu'ils ont pratiqué à La Haye dès le primaire, de sensibilisation en ouverture vers, dans les dernières années, une possible orientation et préparation, là, on arriverait véritablement à des solutions qui seraient de nature à réduire les inégalités qui existent entre ceux qui ont fait des prépas et ceux qui n'en ont pas fait. Et donc là, je pense, bon, les débats ne sont pas encore terminés. Nous avons, en tout cas, au niveau des écoles supérieures des arts, protesté dans un premier temps, fait des propositions, et on espère à un moment, de toute façon, on va commencer par le primaire, mais on espère qu'on pourra jouer un rôle, parce que ce serait dommage de se priver d'un dispositif qui pourrait vraiment contribuer à rencontrer cette problématique. Voilà, je vous remercie.